Le bon, la brute et le truand, bon sang, c'est déjà daté, hein. Je veux dire, nous, les millennials, on a encore la ref, mais honnêtement, essayez de regarder ça avec un alpha ou un Gen Z, ça sera plus compliqué. Mais vous pouvez déjà mesurer fondamentalement son goût, sa qualité et son excellence à sa capacité à vous citer un western de Sergio Leone, bien sûr, Le Bon, la Brute et le Truand étant le meilleur de tous. Alors malheureusement, la version politique française est beaucoup moins sympatoche et glamour, mais on peut quand même y voir quelques points. Typiquement, on a le gendre idéal, à savoir Attal. Bon, Attal qui est le gendre idéal parce qu'il a absolument rien fait, nulle part, n'importe comment. C'est une page vierge, voilà. Ça n'a pas d'idée, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas de défi, ça n'a rien, donc ça se vend un peu comme on veut. Bien sûr, on a Bardella qui est quand même parti pour être la brute, pour être le méchant, quoi. Même si on a tout fait pour le rebrander, même si c'est un château de fiches, on va en parler avec Pierre-Yves, mais bon, il est quand même là pour être le méchant de l'histoire. Et puis, enfin, on a Édouard Philippe, qu'on nous présente déjà comme le bon truand, puisque le parquet national financier, hein, qui a toujours cette capacité si délicate à juger de l'opportunité des poursuites, s'est dit qu'ils allaient ouvrir une enquête sur lui. Et honnêtement, je ne vais pas le plaindre, mais je trouve toujours ça marrant de voir qui sera désigné comme le Fillon du game. Alors attention, Fillon au moins, il avait le bon goût d'avoir une relation avec les Russes qui était quand même relativement équilibrée, surtout quand on voit ce qui s'est passé maintenant. Xenia Fedorova qui est persécutée totalement, il y a carrément Jean-Noël Barrot qui monte au créneau. Jean-Noël Barrot, c'est l'organisateur de pique-nique professionnel qu'on a collé au Quai d'Orsay. Eh ben, vous dire que Fillon quand même on lui a mis un point rouge sur la tronche en 2017 et que maintenant le nouveau à qui on met un point rouge parce que ça ressort bien sur sa tronche glabre, c'est Édouard Philippe. Je me dis qu'on a quand même perdu au change. Voilà, le décor est planté. On est avec l'excellent Pierre-Yves Rougeron, El Padré du Cercle Aristote. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous ne suivez pas encore le Cercle Aristote, allez les suivre. Ils font d'excellentes conférences. Et puis, évidemment, leur point mensuel est tout aussi excellent. Vous savez que Pierre-Yves et moi, on a même fait des masterclass chez Scandaria. On se fait plaisir. Et là, ce soir, forcément, on va rire avec le tragique. C'est ce que les gens voient comme grande vertu de Pierre-Yves Rougeron, nous faire rire sur la situation tragique de la politique française. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir mon cher Idriss, toujours un plaisir de te retrouver, de retrouver nos amis. Ouais. Alors, bon, le bon, la brute et le truand, je sais que j'ai un peu forcé le trait, mais bon, on a déjà des sondages bidons qui sortent pour nous dire que Mélenchon ferait au deuxième tour 19% contre 80% si c'était face à Bardella. On voit déjà toutes les conneries classiques, quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Oh, c'est très simple. On nous fait une belle ingénierie de début de campagne. D'un côté, on ne va pas leur en vouloir non plus. Macron ne laisse pas la campagne réellement débuter. Il ne le... et ça, nous l'avions prévu. Et d'ailleurs, il nous avait prévenu. Comme tous les désaxés annoncent toujours la couleur. On ne veut pas les entendre. C'est pas la même chose. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Et Macron l'a dit, je serai là jusqu'à la fin, tu te rappelles ? Jusqu'au dernier jour. Et je pense que le dernier jour, attention, il en a une vision très laxe. C'est pas le soir du deuxième tour. C'est pas le soir des législatives si la prise de pouvoir n'a pas encore eu lieu. On l'entendra parler comme un président qu'il n'a jamais été, mais c'est un autre débat, jusqu'à la veille de la passation de pouvoir comprise. Je prends les paris. Et il veut toujours être président de l'Europe, voire du monde, disait Epstein. C'est bon sang de se mentir. Celui qui héritera du camp central a intérêt à lui faire l'offre maximale, sachant que Macron, par rapport au standing qu'il exige, il y a 5 ou 6 institutions, pas plus. Ouais, bien sûr. FMI, Banque mondiale, il n'acceptera pas. Il n'a pas le niveau déjà, et en effet, il n'acceptera pas. Ouais. Il n'acceptera pas. Donc c'est Commission, Conseil de l'Europe, OTAN. Mais OTAN, il n'a pas le niveau non plus. Et là, quand même, il faut quelqu'un. Si tu veux, c'est un bon point là, parce que. Alors, Loulou, je veux dire, quand tu vois les 2 derniers qui y ont été, si tu veux, franchement, Washington ne voudra jamais de Macron à l'OTAN.
Alors, ça, je suis d'accord avec toi, parce que Washington, déjà, se demande pourquoi continuer à payer ce truc, Ah oui. si c'est en plus pour se taper un mec qui, pour tout le monde, est un désaxé toxique. En tout cas, ça, c'est les Américains qui vont freiner des cas de fer. Le problème, c'est que, je vais dire, si on n'a pas de poste assez haut pour lui, il reviendra empuantir la vie politique française, et je souhaite bien du plaisir au mec qui va lui succéder comme âme du grand gouvernement central, parce que ça veut dire qu'il va venir t'emmerder toutes les semaines s'il le faut. Ah, bien sûr. Ah non, 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 non. Je veux dire. En fait, c'est Giscard en pire, quoi. C'est comme Giscard a emmerdé bien Chirac. Pire. Ouais. C'est Giscard plus Michou, plus le côté gay cocaïno-festif. Tu vois, Giscard est l'être historique, le bipède historique sur le top 3 de ma haine personnelle. Mais ah ouais, ah non, 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 non. Là, franchement, on peut dire qu'il y a intention de nuire. Mais Macron, tu as le côté Studio 51, Studio 51 plus Chevalier de la Manchette, en plus. Tu vois, Giscard, il était ce qu'il était. Alors, il avait tenté le coup, tu sais, en moule-burne à côté de Gérard Ford. Il l'a tenté qu'une fois, parce que, rappelle-toi, c'était d'un mauvais goût. Mais le problème, c'est que Gérard Ford, c'était quand même le président américain avec le moins de charisme de toute cette période historique. Donc bon, c'était quand même bon. Mais par contre, l'avantage, c'est que Ford, c'est un épouvantail. Et derrière, l'état profond, c'est remasterisé. Ceux qui veulent peuvent lire Peter Dale Scott, qui est très complet sur le sujet. Or, le problème, c'est que Giscard, t'avais pas le côté cage aux folles en plus. Tu vois. Ouais. Alors que Macron, et puis attention, Macron en roue libre. Parce que quand il va sortir, il va vouloir, il y a une personne qu'il va vouloir voir de toute évidence, si on en croit toutes les données que nous avons sur lui, c'est David de Rothschild. Il va vouloir, tu vois, rappelle-toi, c'était d'un ridicule achevé. Donc, si tu veux... Il ne faut pas que ça te déconcentre, mais effectivement... Mais si tu veux, il va... Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a toujours un mystère Macron, c'est celui de sa déclaration de patrimoine. Bon, je fais très vite. C'est pas un mystère, c'est vraiment, ça te prouve que les juges en France font n'importe quoi. On est bien d'accord. Le parquet fait n'importe quoi, parce que bon... Je suis d'accord avec toi, mais ce pognon est bien quelque part. Et je pense, comme tu le sais, il y a des subtilités légales sur un certain type de stock option et de dividendes qui, quand on est dans le milieu de la banque d'affaires, c'est-à-dire que tu peux immobiliser une somme sans avoir à la déclarer pendant un certain temps. Mais je pense que cette somme, l'homme qui en a la clé, je ne peux pas aller plus loin à ce stade-là de mes enquêtes, est un ancien partenaire d'affaires de Macron. Et je pense que la première chose qu'il va essayer de faire, c'est quand même de récupérer sa mise. Ensuite, alors le pire, c'est s'il l'a. S'il l'a, 1, il va vouloir nuire, 2, il aura les moyens financiers, 2. Et ensuite, il va se mettre à savonner la planche de son successeur si quelqu'un ne lui trouve pas quelque chose. Mais par contre, pour sustenter la mégalomanie de ce type, je vais te dire, c'est un chantier, ils vont y laisser 2-3 gouttes et il va falloir se lever le matin. Parce que, je vais dire, il va pas, tu vois, les anciens petits escrocs, tu vois, je pense à un être qui, lui, est dans mon top 5 de la haine bipède, Michel Rocard. Lui, tu vois, tu lui donnais du flouze par l'ambassade aux Pingouins. Enfin, si tu veux, voilà. Oui, il a été ambassadeur d'épaule, il faut rappeler le contexte. Oui, il a été ambassadeur d'épaule, on a eu une vague de suicides chez les Pingouins. Bon, ce que je comprends, hein, moi aussi, on m'aurait collé Rocard, ça te colle le blues. Hein. Tu vois, donc, excuse-moi, déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus chatoyant, verdoyant et comment dire, et up-to-date, la banquise. Il faut taper de Rocard en plus. Mais, tu comprends, Rocard, le flouze, et il t'emmerdait plus. La plupart, c'est ma gueule, ma retraite, mon pognon. Macron, il n'est pas camé au pouvoir, c'est pas vrai. Il est camé à la couronne. C'est-à-dire, il est camé un peu comme Sarkozy ou comme l'a été Chirac jeune au nikisme. Il est ce que Jean-François Probst appelait le nikisme. Il faut que tu nous rappelles ce que c'est
le nickisme quand Alors, ça c'est très simple. de Jacques Comme Chirac. tu le sais, quand tu es élu président de la République, c'est le président du Conseil constitutionnel qui vient te l'annoncer en tant que juge électoral. Et Chirac, à sa première élection en 95, ainsi qu'en 2002, il a, la même phrase les deux fois. Devant Jean-François Probst, qui est décédé maintenant, mais qui a été l'un de ses commis aux œuvres plus ou moins hautes, je les ai tous niqués. C'est ce qu'on appelait le nickisme de Chirac, c'est-à-dire que, tu vois, ce sentiment érotique de les avoir tous baisés. Alors, le pays ne s'en sort pas, c'est pas grave, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est j'ai pissé plus loin que toi.